Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle soirée en direct sur Alsace 20, 24 heures en Alsace, 1 heure d'actualité régionale. On va partir à la découverte de nos terroirs. Comme chaque jeudi, ce sera avec Valérie Zago, direction l'un des vignobles emblématiques de la région, Schlumberger, du côté de Guebwiller. On va parler humour avec un festival, un tremplin plus exactement. Les tremplins de l'humour, c'est à Célestat ce week-end, ce samedi soir, au temps de ce matin, pour découvrir les jeunes talents et les humoristes de demain. Emmaüs fête ses 70 ans avec beaucoup de manifestations à travers toute la région. Focus ce soir sur ce qui se passe du côté de Haguenau, notamment une collecte de jouets et un marché de Noël déjà. Et puis il y aura du punch également dans cette émission avec un titre de champion du monde en jeu à Strasbourg dans quelques jours. Il sera sur le ring, ce sera Akram Hamidi, un jeune garçon, un jeune boxeur à découvrir avec son coach dans cette émission. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. Mais on commence bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Cécile Motz. Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce jeudi 14 novembre. Pour que lire et écrire deviennent un plaisir, la start-up strasbourgeoise Epopia propose aux enfants entre 5 et 10 ans une aventure dans l'imaginaire. À la veille du lancement de la foire d'art contemporain Start, nous sommes allés faire une visite, un thème cette année, l'assise. Et nous reviendrons sur la défaite hier en basket de l'équipe de la SIG, vaincue sur le parquet de Sassari en Sardaigne. Mais pour commencer, cri d'alarme général de l'hôpital public. Aujourd'hui, le service de santé était en grève dans l'Hexagone. À Strasbourg, le mouvement a été très largement suivi par le corps médical, médecins, aides-soignants, étudiants, jusqu'aux blocs opératoires où des interventions ont même été décalées. Tous les services dénoncent un manque de moyens mais aussi de personnel. Se rajoute à cela un manque d'attractivité et une fuite des professionnels engendrés par des conditions de travail de plus en plus difficiles. La grève lancée par le service des urgences de Paris en mars dernier s'étend maintenant à l'ensemble des hôpitaux publics. Au micro de Fanny Kunz, Christian Prudhomme, secrétaire général Force ouvrière du CHU de Strasbourg. Depuis 2 ans, on est sur un mouvement de fond, on va dire, pour les urgences au niveau du CHU, où on réclame des moyens supplémentaires, premièrement les lits, puisqu'il y a un manque de lits de médecine et de post-urgence et de gériatrie, et bien sûr les professionnels qui vont avec, et une revalorisation salariale de l'ensemble des professionnels de l'hôpital. Mais du coup, aujourd'hui, on est dans un contexte national, puisqu'en fait, les urgences, c'est symptomatique de l'hôpital public, et en fait, on a des mouvements dans de nombreux services où on rencontre ces difficultés, comme la pneumologie au centre-ville, comme la gériatrie et les EHPAD à la Robertso. Donc, en fait, on se rend compte que c'est tout l'hôpital qui est sous l'eau. Et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, doit annoncer des mesures concrètes pour l'hôpital public dans son plan Ma Santé 2022 d'ici la fin du mois de novembre. Inquiétude et malaise aussi du côté des professionnels d'EPS, des installations sportives vétustes et en nombre insuffisant dans le Haut-Rhin. Voilà ce que dénonce le syndicat SNEP-FSU des enseignants d'EPS. Le département compte 57 collèges. Parmi eux, un certain nombre ne disposent pas de gymnase adapté à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. C'est le cas à Colmar, Saint-Louis, mais surtout à Mulhouse, comme par exemple le gymnase de l'Euronef, fréquenté par les élèves du collège François Villon, reportage de Marine Zis. Désormais enseignant dans un établissement à Lutterbach, Frédéric Greiner a enseigné au collège François Villon pendant 2 ans. Il a alors souvent fréquenté le gymnase Euronef. Nous avons déjà des tracés qui sont quasiment effacés. On a également la toiture qui a été refaite il y a 2 ans à cause de problèmes d'infiltration. Ça fait 15 ans qu'il y avait des infiltrations dans le gymnase. Et là, actuellement, ça recommence à fuir. Alors, une autre problématique, c'est que pendant tout l'hiver, il va y avoir 2 classes qui doivent se partager l'espace. On n'imagine pas, dans une autre salle de classe, avoir un cours de maths et un cours d'histoire géo séparés par un rideau, où on entend tout ce qui se passe de l'autre côté. Donc, pourquoi est-ce que ce serait plus facile en EPS ? Là, on ne comprend pas vraiment. Toujours dans le même gymnase, ce dojo, estimé trop petit pour les sports de combat, est trop bas pour l'acrosport.
Ce que demandent les professeurs de PS, être associés au choix en cas de construction ou de rénovation d'un équipement. Pour cela, le syndicat a publié plusieurs guides qui préconisent par exemple la mise en place de terrains de basket-ball dans la largeur pour optimiser l'espace. Il faut absolument que les enseignants d'éducation physique et sportive, avec la direction départementale des services de l'éducation nationale, puissent être consultés sur ce qui est le mieux pour les élèves. Et je me permets de rajouter tout de suite que ce qui est bon pour les élèves en éducation physique et sportive est également bon pour les associations du quartier, pour les clubs sportifs qui vont investir cet outil. Et du coup, on retombe sur des élèves qui sont contents de venir dans cet établissement. Le syndicat a déjà rencontré le conseil départemental du Haut-Rhin qui gère les collèges. L'institution est d'accord sur le principe de travailler en collaboration. Les professeurs de PS souhaitent encore rencontrer la ville de Mulhouse qui met à disposition ses installations sportives lorsqu'un collège ne dispose pas des siennes. La ville explique d'ailleurs que la dégradation des installations sportives est accélérée par l'occupation très importante des gymnases par les collèges dont elle ne devrait pas être en charge. Faire lire, écrire et plonger dans l'imaginaire, c'est la marque de fabrique de la start-up alsacienne Epopia. Née il y a 5 ans, l'entreprise propose de réaliser des échanges épistolaires avec des enfants entre 5 et 10 ans, de quoi créer une aventure grandeur nature et sans écran. Nous sommes allés les rencontrer. Ce matin, c'est le grand jour pour Anaïs, 8 ans. Après avoir trouvé la bonne clé, direction le courrier. Environ une fois par mois, elle reçoit des lettres un peu particulières, venues d'un royaume très très lointain. Le lundi 4 novembre 2019. Coucou Anaïs. Il s'en est passé des choses depuis ta dernière lettre. Pour commencer, tu as parfaitement résolu l'énigme du grimoire. Bravo. Depuis plusieurs semaines, Anaïs vit une des aventures Epopia dont elle est l'héroïne. À la tête de son royaume, il faut l'appeler Anaïs Première. Son but, aider son meilleur ami Grouguignon à retrouver une créature magique, Pouki. Et au fur et à mesure des courriers, les habitants se confient. C'était le moment pour Mordo, le fameux chevalier de la couronne, d'entrer en scène pour l'affronter. Pour mener à bien son épopée, Anaïs doit également répondre à des questions. Véronique, sa maman, se prête elle aussi au jeu. Pour elle, c'est un moyen de pousser sa fille à la lecture, mais pas seulement. Elle a toujours beaucoup lu, donc ça continue. Pas forcément quelque chose de marquant par rapport à ça. Par contre, elle se met plus volontiers à écrire, ce qui pour elle a toujours été compliqué. Elle essaye de s'appliquer, elle va réfléchir, elle va imaginer, donc on en discute beaucoup. Tu colles ton timbre ? Après avoir lu, écrit et parfois fait des bricolages, c'est le moment de renvoyer sa lettre pour attendre une réponse. Direction les locaux d'Epopia. Bienvenue chez Epopia. Ici, une vingtaine de personnes se chargent d'écrire aux enfants, car en fonction de leurs réponses, l'histoire ne sera pas la même. Comme Julie, auteure, chaque jour elle peut recevoir entre 100 et 200 lettres. On va lire chaque lettre de l'enfant, des enfants, et après on va utiliser l'ordinateur pour pouvoir leur répondre, parce qu'on n'écrit pas à la main. Et ça va être aussi l'occasion d'écrire des paragraphes personnalisés à chaque enfant. Si on nous envoie un dessin, parfois les enfants nous font part de leur peur, de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui j'ai eu mon anniversaire, alors on va leur souhaiter un joyeux anniversaire de la part du royaume par exemple, et ce genre de choses. Un lien étroit se crée entre les personnages et l'enfant, et chez Epopia, plusieurs scénarios sont possibles. De nouvelles trames ont fait leur apparition, devenir l'assistant du grand Schtroumpf ou plonger dans l'univers de Miraculous et conseiller Ladybug. Aujourd'hui, 50 000 familles et plus de 500 classes d'école utilisent Epopia à travers le monde. À l'origine, un souvenir d'enfance. Moi, je suis dyslexique, dysorthographique, j'ai eu des problèmes à rentrer en lecture dans ma jeunesse. Et puis un matin, je devais avoir 8 ans, et je découvre dans la boîte aux lettres une lettre à mon nom. Et comme tous les enfants, on adore recevoir du courrier. Et je l'ouvre, et là, je découvre une clé de voiture. Et du coup, pourquoi ? Et donc, je lis le courrier qui va avec, et là, j'apprends que j'ai gagné une voiture, il faut aller chez un concessionnaire pour essayer la clé. Je me suis mis à lire et à relire ce courrier, j'ai même répondu et j'ai écrit. Et c'est exactement ce mécanisme-là, en utilisant l'imaginaire, qu'on utilise pour amener les enfants dans la lecture et dans l'écriture. C'est une nouvelle manière de s'adresser au lecteur, de le faire rentrer vraiment dans une interaction qui est forte, mais sur papier, par du texte, par l'imaginaire.
Depuis peu, la start-up Epopia propose à la fin de chaque aventure la création d'un livre dont l'enfant est co-auteur. Avec ses courriers, ses dessins, c'est son histoire qu'il va pouvoir garder. En plus de cela, alors que les échanges épistolaires pouvaient durer entre 6 et 12 mois, une formule abonnement va voir le jour. De quoi vivre des péripéties imaginaires à l'infini, voire même de changer d'histoire en cours d'année. Demain, c'est le coup d'envoi de la 24e édition de Start. La foire d'art contemporain est devenue un rendez-vous majeur pour les amateurs de la région et au-delà. Du 15 au 17 novembre, artistes, designers exposeront leurs œuvres installées cette année dans une structure temporaire près du Palais de la Musique et des Congrès. Pour la première fois, des galeries de design seront présentées au grand public. Immersion en avant-première avec Camille Roland. En attendant le nouveau parc des expositions, c'est dans un hall provisoire à 2 pas de l'hôtel Hilton à Strasbourg que la foire d'art contemporain Start s'est installée. Alors qu'elle ouvre ses portes demain, les galeristes accrochent les tableaux et réalisent les derniers préparatifs. Dans les allées, les œuvres d'artistes en devenir vont côtoyer celles d'artistes plus confirmés, formant ainsi une photographie de la création contemporaine d'hier et d'aujourd'hui. Et qui dit nouveau lieu dit aussi nouveau contenu. On n'est plus au Wacken dans un lieu qui était un petit peu vieillissant, qui était un petit peu difficile à scénographier pour nous. Donc on est dans une structure très claire qui met en valeur énormément les œuvres. Il y a l'entrée au design, c'est expliquer que certains designers avaient les mêmes préoccupations que des créateurs. Et c'est pour ça, derrière moi, que nous avons souhaité faire une introduction au design en ne parlant que d'un seul objet, qui est un objet qu'on va retrouver chez chacun d'entre nous. En revanche, on n'est pas toujours au fait que ces assises qu'on retrouve dans les plus grandes enseignes contemporaines aujourd'hui. L'assise est racontée à travers une exposition centrale, design et art, les liens du temps. Sur plus de 200 mètres carrés seront présentées les grandes signatures du design de Gerrit Thomas Rietveld avec sa chaise zigzag, en passant par Jean Prouvé et son fauteuil de salon. Et c'est bien autour de cet objet du quotidien que l'artiste franco-argentin et invité d'honneur cette année, Pablo Reynoso, réalise ses œuvres, jouant ainsi avec les disciplines de l'art et du design. Le propre de l'art, c'est qu'il est capable de se mêler de tout ignorer ou de tout assumer. Le design, par contre, il a plus une obligation de servir les autres. Cependant, il y a des idées de part et d'autre qui peuvent se coloniser. Et moi, je travaille là-dessus. Juste ici, je suis considéré un designer parce qu'on peut s'asseoir sur mon œuvre. Mais si vous faites abstraction et qu'au lieu d'avoir les parties plates, alors ça serait une sculpture pure et dure. Et c'est justement le fait de permettre à un moment donné d'avoir un point de contact avec l'œuvre par l'utilisation qui l'a fait pivoter. Collectionneurs, amateurs et visiteurs pourront découvrir 76 galeries. 30% sont internationales, mais la plupart restent françaises. Parmi elles, un duo de galeristes revenus en Alsace pour faire découvrir au public son nouveau concept The Sloogies, un projet dédié aux objets décoratifs. On a aussi bien, comme l'œil qui se trouve derrière moi sur le stand, qui a été réalisé par Man Ray, l'artiste surréaliste, mais qui est à la fois un fauteuil. On a aussi ce paravent d'Alan Jones, qui est un des fondateurs du pop art, avec cette grande chaussure, ce grand talon aiguille, qui est vraiment une des pièces qui fait date dans son histoire à lui et aussi dans l'histoire de l'art. On a eu tendance à séparer l'art et le design, alors que là, on a la preuve, justement, les artistes sont intervenus dans le champ du design. Des designers aussi, comme le miroir de Pierre Gonalon qu'on a, qui est finalement une œuvre d'art plus qu'un miroir utilitaire. Donc la frontière a toujours été poreuse entre les deux domaines, mais on a toujours eu tendance à les séparer. L'idée, c'est avec ce projet des Sloogies, c'est de rassembler à nouveau ces deux disciplines. Pendant 4 jours, un cycle de conférences sur le design, l'estampe, l'art dans l'entreprise et des expositions hors les murs viendront ponctuer l'événement. De quoi fidéliser les 22 000 visiteurs attendus cette année encore. On
On conclut ce journal avec un mot de basket. Hier soir, en Ligue des Champions, c'était la rechute de la SIG. Après un sursaut d'orgueil face à Roanne, le week-end dernier, les Strasbourgeois n'ont pas fait le poids sur le parquet de Sassari en Sardaigne. D'entrée, les Italiens prennent le large. Ils comptent déjà 27 points d'avance au milieu du deuxième quart-temps. En plus d'être acculés sur leur panier, les Sigmen sont maladroits offensivement avec seulement 35% d'adresse dans les 2 premiers quart-temps. Sassari mène facilement 47-28 à la pause, un retard que la SIG ne parviendra jamais à combler au retour des vestiaires. Les Alsaciens s'inclinent logiquement 90-67. C'est leur 3e défaite en 5 rencontres de Ligue des Champions. Au classement, la SIG a reculé d'une place et pointe désormais au 5e rang, hors des places qualificatives pour les 8e de finale. Réaction obligatoire donc face aux Lituaniens de Panevėžys mercredi prochain au Rhenus. Avant ça, les joueurs de Vincent Collet peuvent déjà rebondir à domicile. Ce sera en championnat face à Chalon-sur-Saône ce samedi, coup d'envoi à 20h. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Olivier Anne. Et à la fin, c'est l'Alsace qui gagne. Les trophées RSE Grand Est ont été décernés et 2 des 4 lauréats sont alsaciens. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et il faut croire qu'on y est plus sensible dans notre région. MyFood à Molsheim a ainsi créé une serre connectée accessible à tous. La recyclerie by Amitel à Strasbourg récupère, elle, les objets abandonnés par les étudiants et les redistribue ou les recycle. Et le triomphe alsacien aurait pu être plus large puisque les 4 autres finalistes étaient tous alsaciens. Merci beaucoup Cécile pour ce JT. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission où nos invités suivants sont déjà en place. On va parler d'un tremplin de l'humour à Célestat ce samedi soir. On va parler de bonnes actions que vous pouvez faire en étant acteur du côté d'Emmaüs à Agnos et ce week-end également. On en parle juste après. La météo de ces prochains jours, c'est signé Célia. Prenez l'air à la maison en regardant la météo avec Blo. Purificateur d'air écologique fabriqué en France. Bonjour à tous, bienvenue dans votre bulletin météo de ce vendredi 15 novembre. Et en matinée, c'est un ciel avec quelques passages nuageux sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Un peu plus de nuages concentrés dans le nord de la région, notamment du côté de Saverne. Quelques gouttes de pluie si vous êtes dans le nord de la Suisse, notamment du côté de Bâle. Côté Mercure, c'est très frais en matinée. On reste bien couvert, seulement 2 petits degrés dans le nord du Bas-Rhin ainsi que dans le sud du Haut-Rhin. 3 degrés pour le centre Alsace, du côté notamment de Strasbourg-Célestat ou encore de Colmar. Entre 2 et 3 degrés également chez nos voisins suisses et allemands. L'après-midi, pas de grands changements, le ciel ne variera pas beaucoup, toujours un peu plus de nuages dans le nord du territoire, ça restera légèrement couvert, mais toujours un temps normalement sec. Et au niveau des températures, on n'aura pas une grande amplitude thermique, ça restera en dessous des 10 degrés. Comptez 6 degrés du côté de Saverne ou encore de Wissembourg, 7 degrés, ce sera pour Strasbourg, pour Colmar ainsi que pour l'ensemble de la région du Bade-Wurtemberg, 8 degrés la maximale du territoire alsacien, ce sera pour Colmar. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de samedi avec une jolie journée en perspective, beaucoup plus d'éclaircies et de soleil notamment sur l'Alsace avec des températures qui pourront atteindre les 8 degrés en Alsace, entre 7 et 8 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg, 8 degrés également si vous êtes dans le nord de la Suisse avec un tout petit peu plus de nuages. Vendredi, nous serons donc le 15 novembre et nous fêterons les Arthur, bonne fête à eux. Le soleil se lèvera à 7h36 pour se recoucher à 16h50. Je vous souhaite un très très bon moment sur Alsace 20. Salut! Votre météo vous a été présenté par Blo. Purificateur d'air intérieur, simple, efficace et économique. Et on va parler d'humour sur scène dans ce 24 heures en Alsace avec un événement qui se passe ce samedi soir, le grand tremplin de l'humour, 11e édition. Bonsoir Alice Caspar. Bonsoir. C'est pas vous qui serez sur scène, vous vous organisez, vous castez. Le principe, c'est des humoristes qui se relayent sur scène, donc autant de ce matin de samedi soir. Je dis que l'entrée c'est 9 €, c'est scandaleusement pas cher. Oui, et c'est 11 € le soir même. Encore moins cher pour les jeunes jusqu'à 18 ans, c'est 6 €. Et les étudiants également. Pour vous Cécile. Tac, non, moins de 18, non. Non, un peu plus. Les talents sur scène, on l'a dit, c'est un tremplin. Le but, c'est de faire découvrir des talents. Du coup, le casting, le plateau, entre guillemets, il est secret. Vous ne nous direz pas ce soir qui est sur scène samedi. Non, parce qu'on veut garder la soirée surprise jusqu'au bout. Par contre, on diffusera largement après le tremplin. Mais voilà, l'objectif, c'est que les spectateurs se prêtent au jeu en fait, de la surprise sur la soirée. Et comment se passe du coup la sélection? Qui peut postuler?
Alors en fait, tout le monde qui a un tout petit peu d'expérience de la scène peut postuler, mais alors je rappelle que c'est quand même un tremplin, donc c'est pas pour des personnes qui sont à 100% professionnelles. On parle souvent de semi-professionnels, et la sélection elle se fait sur vidéo, donc en fait ils postulent pendant l'été, en général par le biais d'un formulaire sur le site des Tantes Maten. Ils nous envoient des vidéos et à partir de là, on fait notre petite sélection. Des vidéos, alors, mais c'est pas forcément des youtubeurs, ils viennent pas forcément du net, on en parlera dans un instant. La soirée est animée par contre par les vainqueurs de l'an dernier, c'est un duo qui s'appelle Les Calus qui commence à se faire un nom. Sur YouTube notamment, regardez un petit extrait. Oui, génial! Oui, j'ai gagné! Donc, en octobre, on recule d'une heure. Et bien voilà, c'est aussi simple que ça. On aura 1 heure d'avance. Mais t'es con quoi? Si j'avance, je recule pas. C'est toi qui es con, ça revient au même. Tu recules d'1 heure ou on a 1 heure d'avance. Mais non! Quand j'avance, je recule pas, Pierrick. T'es débile? Moi je suis débile. Regarde, si je me mets là, il est 8 heures. J'avance d'un pas. Hop, et bien là, il est pas 7 heures, il est 9 heures puisque j'ai avancé d'un pas. Mais c'est quoi cette comparaison de merde? Excuse-moi, avancer c'est plus, hein, c'est pas moins. Hein. Là, c'est quoi tu... Alors ils font de la scène mais aussi des vidéos. Comme dit on voit beaucoup de... mes enfants, eux, ils regardent des youtubeurs par exemple. Le principe c'est... On a des gens qui font du stand-up qui viennent aussi se mettre sur le web. Ces mondes-là s'entrecroisent aujourd'hui. La difficulté, c'est de ne pas prendre que des gens qui viennent effectivement des réseaux sociaux. La sélection, elle nécessite quand même un critère, c'est que les artistes aient comme un spectacle à nous proposer, ne serait-ce qu'un sketch au moins d'1 quart d'heure. Les youtubeurs ne sont pas nécessairement des artistes de scène, et inversement, c'est pas le cas non plus. Néanmoins, aujourd'hui, si on veut pouvoir se faire un petit nom, c'est impératif en fait. On commence souvent par là, parce qu'en plus, ça coûte, entre guillemets, ça coûte rien. Ça veut dire que vous êtes vraiment l'échelon intermédiaire entre les deux ou peut-être la passerelle ou le lien. En fait, pour le moment, on n'a pas encore eu vraiment en fait, de youtubeurs. On a eu pour le moment que des humoristes sous toutes ces formes. Mais des humoristes qui maintenant se mettent à faire de la vidéo. L'exemple des Calus, eux, c'est vraiment des artistes de scène. Plus esprit un petit peu cabaret avec notamment un tour de passe-passe pour mettre un pantalon sans les mains en moins d'1 minute, qui est assez extraordinaire. Et eux, ils ont commencé à se mettre à la vidéo, en fait. Maintenant, les humoristes, en fait, sont multitâches. Ça veut dire aussi qu'on a des humoristes. L'idée, c'est que ce soit l'humour au sens large. Ça peut être, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir de la magie. Enfin voilà, c'est ça. L'idée, c'est de garder le spectre très ouvert. Voilà, il y aura bien évidemment du stand-up parce que c'est ça qui plaît le plus. Donc le stand-up, c'est un petit peu comme, je sais pas, Gad Elmaleh. Voilà, comme ça donne un exemple. Mais là, cette année, Benjamin, qui s'occupe de la sélection, s'est vraiment attaché à proposer une diversité au niveau de la sélection. Parce que le tremplin, en fait, fait partie lui-même d'une semaine de l'humour, en fait, d'un festival. Et ce festival s'attache également, en fait, à présenter toutes les formes d'humour, en fait. Cécile. Alors du coup, comment ça se passe? Il y a un jury? Est-ce que le public a aussi son mot à dire? Il y a un échange avec le public? Comment ça se passe? Alors en fait, il y a 2 jurys. Il y a un jury de professionnels, donc c'est majoritairement des directeurs de festivals ou de salles de spectacle de la région. Et après, il y a le public. Et le public, en fait, on leur fournit un petit papier à l'entrée de la salle de spectacle. Et en fait, ils peuvent voter pour l'artiste qu'ils préfèrent. Donc il y a 2 prix qui sont remis, le prix du jury et le prix du public. Et donc les artistes sur scène, c'est surprise, mais vous avez servi de tremplin, entre autres, à certains artistes. Il y en a qu'on retrouve aujourd'hui, que vous avez vu évoluer, que vous avez vu progresser. C'est un vrai tremplin, comme son nom l'indique. Vu que le festival, enfin le tremplin existe depuis 11 ans, on a des artistes qui sont présentés il y a quelques années maintenant et qui sont connus. Celui qui me vient très facilement à l'esprit, c'est Alex Vizorek, qui aujourd'hui passe à la radio, à son propre spectacle. Qui a gagné chez vous il y a quelques années. Voilà, et même il y a 2 ans, on l'a programmé avec son spectacle. D'ailleurs, Guillaume Meurice s'était passé la même année que lui. Et après, à côté de ça, on a des artistes en fait, qui sont passés chez nous, ils ont fait le tremplin, et derrière, ils ont été programmés. Alors en l'occurrence, c'est même pas forcément les gagnants d'ailleurs qui se font programmer derrière. C'est ça finalement la force de ce festival, c'est que les artistes rencontrent des professionnels du spectacle derrière aussi. Ça se passe ce samedi soir, 20h.
20h30. 20h30. 20h30 au Tanzmatten. Venez un peu en avance au Tanzmatten. Et donc, plateau surprise à découvrir avec 5 artistes sur scène. Merci beaucoup, Alice, Gaspard. Vous restez bien sûr avec nous. On va parler d'un autre événement qui a lieu ce week-end du côté d'Haguenau cette fois-ci. Avec vous, Jean-Pierre Moritz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'antenne Emmaüs d'Haguenau et de Saverne, puisque c'est la même famille, la même maison, comme on dit à Emmaüs. On va parler des différents événements qui ont lieu ce week-end. On est déjà dans la perspective de Noël. Simplement, on fête cette année les 70 ans d'Emmaüs. 70 ans, j'ai rembobiné, ça fait 1949. C'est donc 5 ans avant le fameux appel de l'abbé Pierre en 1954. L'abbé Pierre, ça reste encore la figure tutélaire, c'est le symbole. Qu'est-ce qui reste du message de lui qui a disparu il y a 12 ans maintenant ? On persévère, on continue à cette culture, ce style, cette façon d'exister. Et donc c'est vrai que ça a démarré, alors on connaît tous l'hiver 54, alors que la première rencontre entre l'abbé Pierre et puis le premier compagnon, c'était en 49. C'est un compagnon qui était bagnard et qui voulait mettre la fin à ses jours. Et l'abbé Pierre a dit, attends, moi je ne peux pas t'aider, mais toi tu peux m'aider à aider. C'est cet engagement qu'on retrouve dans les maisons d'Emmaüs, comme Haguenau par exemple, dont vous vous occupez chez les compagnons, chez les bénévoles, chez les gens qui s'investissent dans l'association, dans la maison. Tout à fait, c'est notre ADN, cet engagement-là, et puis militant. Ce qui est aussi important chez vous, c'est la réinsertion, l'accueil, la récupération aussi d'objets. C'est vraiment ça aussi les valeurs que vous soutenez, que vous portez ? Oui, alors il y a plusieurs actions. Alors celle qui est la plus connue, c'est la collecte, le ramassage des différents produits chez le particulier. C'est qu'une partie. Notre première mission, c'est l'accueil inconditionnel, accueillir tous gens qui sont dans la rue, dans des situations de précarité, en manque d'hébergement, etc. Et puis la troisième chose, c'est la solidarité, chose aussi. L'activité, l'argent et après la solidarité locale, régionale, internationale, aider les autres. On parle de récupération au niveau de Noël. Il y a une grande opération, c'est national même, de collecte de jouets notamment qui a lieu dans 4... alors la collecte se fait soit dans les antennes, soit dans des déchetteries de votre secteur Gamsheim, Sessenheim, Drusenheim et Rochwock du 16 au 24 novembre. C'est-à-dire c'est collecté, des jouets de toute nature sont collectés en déchetterie, ils sont triés, ils arrivent chez vous. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors c'est un partenariat qu'on a avec Envie Écosystème, avec le SMITOM de Haguenau-Saverne. Ces produits-là ne doivent pas se retrouver justement en déchetterie, en déchets purs, puisque c'est du recyclage, du réemploi. Alors c'est des jouets électriques, électroniques, c'est des jouets bois, c'est des jouets carton. Ces jouets-là, on peut donc les récupérer, les réparer, les remettre en état et puis les mettre en boutique pour les revendre, pour donner une deuxième vie pour Noël. Ça se passe, ça tout le monde peut participer dans ces 8 prochains jours, pardon Cécile. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu une mode de récupérer, même là pour Noël on voit pas mal d'ateliers de récupération de tissus, d'objets. Vous le faites depuis le début en fait. Alors on est un acteur du développement durable depuis 70 ans. Donc aujourd'hui, sans le savoir entre guillemets, enfin, ça n'avait pas ce nom-là, c'est tout. C'est ça, oui. Le premier nom, c'était le chiffonnier d'Emmaüs. C'est en hiver, c'est en 55 qu'on a commencé à se poser des questions. Comment va rentrer l'argent ? Et c'est un compagnon qui a eu l'idée en disant, mais on va collecter ce que les gens ne veulent plus et on vivra de ça. Et aujourd'hui, un peu la fierté des communautés Emmaüs, c'est ce fonctionnement-là. Nous sommes financièrement autonomes, nous vivons du fruit de notre travail. L'autre événement, ce week-end, vous lancez, vous êtes parmi les précurseurs des marchés de Noël dans la région, ça démarre chez vous ce dimanche déjà. On peut acheter, évidemment, tout est à acheter chez Emmaüs, mais il y a toute une partie évidemment décoration de Noël, il y a une partie jouée, puisqu'on en parle ici de la récupération aussi. L'idée, c'est un marché de Noël solidaire, on peut dire ça comme ça. C'est un marché de Noël solidaire. Ça fait 10 mois que bénévoles, compagnons, salariés, amis sont dans les coulisses à préparer cette grande vente avec différentes décos, des sapins, des boules, des guirlandes, des figurines, des collections de jouets, des BD, tous les articles qui sont pour la grande vente. Alors c'est clair, c'est notre plus grosse manifestation de l'année. On sort du mois de septembre, c'était l'Alsatique. En mois d'octobre, on avait les trésors avec le collector. Chaque mois, en fait, le 3e dimanche du mois, Emmaüs Haguenau ouvre ses portes pour une grande vente solidaire. Et ce mois-ci, c'est un petit clin d'œil pour le gros marché de Noël. Et on rappelle que tout le monde peut pousser les portes d'Emmaüs, évidemment, c'est réservé à personne, tout le monde peut pousser les portes, venir acheter, c'est comme ça que vous financez. Oui, c'est ça, c'est notre carburant à nous. Bon, rendez-vous du côté d'Haguenau ce dimanche
14h, 18h. 14h, 18h ce dimanche 17. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau ce soir. On va parler terroir dans quelques instants avec Valérie Zago qui vous amène du côté de Guebwiller. Boxe aussi, ça sera avec Akram Hamidi et son coach Steve Valent. Et puis direction Guebwiller juste après. Cécile, vous ne bougez pas, vous restez avec moi, promis. Super. Et ben c'est la suite juste après la pub. À tout de suite. Et on va parler sport dans ce 24 heures en Alsace, sport de combat plus précisément, avec un événement qui se rapproche. Ça sera à la fin du mois, une soirée avec une dizaine de combats de boxe thaï, de K1, avec qui aura un titre mondial en jeu. Ça sera le challenger, ça sera Akram Hamidi. Bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, votre coach et l'organisateur de la soirée, Steve Valent, qu'on connaît bien depuis longtemps dans le milieu des sports de combat en Alsace et à Strasbourg en particulier. Le titre mondial en jeu, Akram, ça sera du K1. Expliquez-nous rapidement, on va voir des images. Le K1, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit? Alors le K1, c'est un sport de pied-point, de percussion. On envoie les poings, les jambes et les genoux. Et ce qui différencie de la boxe thaïlandaise, il n'y a pas les coups de coude, il n'y a pas les projections, il n'y a pas le corps à corps. Alors vous avez des titres dans les deux, vous jonglez d'ailleurs un peu entre les deux disciplines, on s'en mêle jamais les pinceaux entre guillemets, on n'est jamais... C'est vrai que je boxe en K1 et en Muay Thai, j'ai pris un peu le style de mon entraîneur qui boxait dans plusieurs styles. Vous avez été champion de France, champion d'Europe, champion intercontinental en K1 ou en boxe thaï. Qu'est-ce que ça représente ce championnat du monde à Strasbourg? C'est vraiment l'étape au-dessus, ça peut être la consécration déjà? On va dire c'est la cerise sur le gâteau. J'ai vraiment tout, il me manque plus que le titre mondial. Et j'espère bosser pour en tout cas. Ça sera contre un Espagnol, Manuel Brea. En termes de difficulté, c'est quoi? C'est encore un cran au-dessus? Vous attendez un combat encore plus difficile que les précédents? On va dire que c'est un titre vacant, donc c'était le premier dans le classement. Donc je tombe sur lui. Steve Valent, en tant qu'organisateur et coach d'Akram, à quel genre de combat il faut s'attendre à ce niveau-là? Comment on prépare un combat de ce niveau-là? Un championnat du monde, forcément, ça se prépare très très dur. L'Espagnol, il ne viendra pas pour faire de la figuration. Akram, il boxera à domicile. Donc je pense que tous les deux, ils ont une opportunité à prendre et personne ne voudra laisser passer sa chance. Je pense que ça va être la guerre sur le ring et on se prépare pour. Carrément. Akram, comme dit, champion de France, champion d'Europe, titre intercontinental, tout ça, seulement 20 ans, ça veut dire que c'est quoi? En tant qu'entraîneur, quel regard vous portez dessus? C'est très précoce quand même pour un palmarès aussi fourni. Il a commencé à 13-14 ans la boxe, après il a toujours été sérieux. Je pense que c'est ce qui paye aujourd'hui. Il est sérieux, il écoute, il est déterminé dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, il le fait bien. De toute façon, s'il ne le ferait pas bien, il n'aurait pas le statut qu'il a à l'heure actuelle. Et puis maintenant, il reste plus que la consécration et le qui va monter sur le ring dans 2 semaines. Ça sera le samedi 30 novembre à la Rotonde. Akram, comment ça se passe? C'est un vrai binôme entraîneur-entraîné, entraîneur-athlète, ou ça va même parfois un peu plus loin que ça? Ouais. Bah, ça va beaucoup plus loin même. Hein. Steve, c'est comme mon grand frère. Donc c'est mon entraîneur depuis que je suis tout petit. Donc je le connais depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 13 ans. Et bah, on fait tout ensemble. J'ai fait la plupart de mes voyages avec lui. Et voilà. Steve, c'est pareil, quand on est dans le coin, quand on passe autant de temps en termes d'entraînement, quel rapport ont-nous avec son boxeur, avec son athlète? C'est important d'avoir des rapports au-delà du sport. C'est important de connaître son athlète parfaitement parce qu'à la minute de récup, pendant le combat, il faut savoir à qui on a affaire en face. Faut connaître son bonhomme. Lui, je vais lui parler d'une manière, un autre, je lui parlerai d'une autre manière. Donc c'est vraiment important d'avoir ce relationnel. Aujourd'hui, quelle est l'image des sports de combat? Je pense que ça ne doit pas être évident d'organiser une soirée comme ça. Est-ce que ça a une mauvaise image auprès des spectateurs, les sports de combat? Non, je pense qu'aujourd'hui ça a changé. On fait quand même cet événement annuellement maintenant, ponctuellement et annuellement. Après, le tout, c'est vraiment de faire un show. Le but, c'est pas présenter une simple soirée boxe où on met un ring et 4 spots lumineux. C'est vraiment du show, c'est des combats de qualité, de haut vol. On a beaucoup misé sur le spectacle. En fait, il faut que toute personne, même les gens qui ne sont pas spécialement initiés à la boxe, ils viennent et qu'ils prennent plaisir à regarder le spectacle. Donc c'est l'importance du geste aussi pour vous? Ouais, bah Steve va organiser quand même beaucoup d'événements. Il sait ce qu'il fait, donc je sais qu'il va organiser un gros truc. Hein. Ouais. Vous n'aurez pas la pression du tout pour clôturer la soirée. Ah non, si. Il y aura un autre grand combat d'ailleurs aussi avec Aziz Abdelawi en boxe thaï.
En K1 également, K1. parce qu'en boxe taille, il y aura les deux. Il y aura des combats de boxe taille, il y aura des combats de K1. Exactement. Un mot aussi sur ce combat, parce qu'il y a aussi un gros Alors, titre il y a en jeu. un titre, Aziz Abdellaoui qui a fait champion de France en titre cette année, donc il a été champion du monde précédemment en boxe anglaise, en boxe française, autant pour moi. Comme son frangin d'ailleurs, il y a avant voilà, lui. Grosse carrière, tous les deux, remarquable. Et puis là, il s'offre la possibilité de disputer le titre européen face au champion d'Europe en titre, le Parisien Guillaume Pascal. Donc un gros choc franco-français. Cécile parlait un peu de l'image des sports de combat. C'est difficile d'organiser une soirée comme ça. On voit quand même qu'en boxe, en anglaise aussi notamment, on avait reçu différents invités. Quand les clubs se mobilisent, quand il y a un public quand même, on trouve un vrai public pour les sports de combat en Alsace. Ben, au-delà d'un grand public, je pense qu'on a un vivier de champions strasbourgeois et alsaciens. Et il est important de les mettre en valeur. Et on a vraiment tout ce qu'il faut à domicile pour faire des grosses soirées. Et quel type de public, du coup, on peut retrouver? C'est plus des jeunes qui viennent, c'est plus des personnes qui s'y connaissent, des non-connaisseurs. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, à l'heure actuelle, par rapport à mon gala de l'année dernière, j'ai vraiment eu de tout public. J'avais beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'ils assistaient à une soirée boxe, parce que comme je le dis et je le répète, c'est du show, c'est du spectacle avant tout. Écoutez, on touche vraiment tout public, hein, des enfants jusqu'à des personnes plus âgées. Tout le monde y trouve son compte. Pour vous mettre dans l'ambiance, on va se remettre plein écran encore quelques images de vos différents combats à Kram qu'on voyait. On est sur quelle durée de combat? C'est quand même extrêmement intense, extrêmement violent d'un côté, mais aussi très cardio, c'est très intense comme genre de combat. Ouais, c'est très physique. C'est du 5 rounds de 3 minutes, de haute intensité. Franchement, c'est dur, très dur. Arrivé au 4e round, ça devient dur. Ça commence, le 4e il est plus long que les autres, et le 5e encore plus, ouais. alors qu'ils font la même durée. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. Merci. On rappelle le rendez-vous, Steve, samedi 30 novembre à la Rotonde à Strasbourg. À la Rotonde à Strasbourg, 18h. Pour ceux qui n'ont pas encore leur place, dépêchez-vous. Sur 1005, il en reste 120. Et si vous voulez pas faire trop de files d'attente, venez assez tôt. Et venez assez tôt pour voir les premiers combats. Mais comme dit, dépêchez-vous pour la billetterie, ça part très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. On croise les doigts. Merci. À Kram, on enregistrera évidemment tout ça, évidemment le 30 novembre, et puis dans le Top Sport à suivre. La suite, c'est les terroirs avec Valérie Zago. On change complètement d'ambiance, c'est beaucoup plus cool. Elle vous emmène dans le vignoble du côté de Guebwiller. Ça se passe du côté du Grand Cru Schlumberger avec Valérie Zago. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Guebwiller, à la rencontre du domaine Schlumberger, plus grand domaine viticole privé d'Alsace. Vous me suivez ? Bonjour Séverine. Bonjour Valérie, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui au domaine Schlumberger, domaine familial de 130 hectares. Je vous propose qu'on en parle peut-être sur le canapé. Avec grand plaisir. Alors Séverine, le domaine Schlumberger est sur la commune de Guebwiller. C'est la seule commune qui a 4 grands crus. Alors aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur le Kitterlé. D'ailleurs, il a un drôle de surnom, Brise-Mollet. Pourquoi ? Alors le Kitterlé, c'est un des grands crus les plus en pente dans la région en Alsace. Il a des pentes vertigineuses et les anciens avaient coutume de dire que ça vous cassait les jambes d'aller arpenter les vignes de ce grand cru. Ça casse d'ailleurs toujours les jambes et le surnom du Brise-Mollet lui avait été donné. Oui, parce que c'est un grand cru qui est exigeant, spectaculaire, et du coup, vous utilisez un compagnon, le franc-comtois. De qui il s'agit ? Alors, le franc-comtois vient de chez nos voisins. C'est une race de chevaux qui sont parmi les rares races de chevaux à ne pas souffrir du vertige. Essentiel, hein. Capital dans le Kitterlé. Avec les percherons, ça fait partie des 2 meilleures races de chevaux. Ce qu'il faut préciser, c'est que vous n'utilisez pas ce cheval pour la photo. Hein. Il est utilisé depuis des années, des générations chez vous, quoi. Absolument. Il n'y a aucune notion marketing dans l'utilisation du cheval au domaine. Mon arrière-grand-père en avait 32, mon père en avait 8. Nous en avons 4 actuellement. Ils sont tous nés à la ferme. Le travail du cheval a toujours été fait de génération en génération, là aussi. C'est une belle histoire. Alors Séverine, là nous voici dans le shed, de magnifiques foudres, hein, et il y a des petites anecdotes à nous conter. Oui, absolument. Alors, une anecdote socialement pas très joyeuse. Oui, mais d'époque, hein. Qui existait autrefois. Les portes des foudres sont particulièrement étroites. Les gens se demandent toujours comment on rentre à l'intérieur pour les nettoyer. Il faut savoir qu'autrefois, les foudres étaient nettoyées par les enfants. Et donc, il n'y avait pas nécessité de faire des grandes portes. On glissait les enfants pour aller les nettoyer.
Voilà, et la taille des foudres en fait. Il y a des foudres qui sont ovales, qui ont été faits pour les vignerons dans les villages. Il y a de place, hein, voilà, c'est ça. ils n'avaient pas beaucoup de place dans les caves, donc on leur faisait des foudres ovales. Et les foudres ronds qui étaient faits pour les brasseurs de bière, qui eux étaient à l'extérieur des villes et avaient davantage de place. Oui, donc il y avait plus d'amplitude Voilà. possible et aucun problème au niveau des devenus. Non, la enfin, ça change pas vinification est la grand-chose. même, absolument. Le Kitterlé, c'est 3 cépages. Hein. Vous avez du Riesling, du Gewürztraminer et du Pinot Gris. Quel est votre meilleur souvenir de dégustation? Alors mon petit chéri au domaine, c'est clairement le mariage sucre-acide sur le Pinot Gris Kitterlé 2012 qui est remarquable. C'est celui qu'on va déguster Absolument. lors du pique-nique. Avec grand plaisir. Je vous laisse y aller, puis je vais vous suivre hein, de toute façon. Aujourd'hui, vu la météo du jour, le pique-nique va se faire à l'intérieur, Séverine, mais dans une salle remarquable. Oui, c'est un lieu très magique. C'est la première cave de Nicolas Schlumberger en 1810, quand il a commencé à faire des vins Schlumberger. Et c'est un lieu assez mystique, magique, extraordinaire. Propice à déguster ce grand cru Kitterlé en Pinot Gris 2012 que vous venez de nous servir. On est sur des arômes de pêche, de miel, fumé. C'est des vins que j'aime énormément, qui pour moi représentent vraiment la signature de ce qu'on peut faire dans l'excellence en Alsace. C'est complexe, ça conserve une très belle fraîcheur, une belle minéralité déjà au nez. Hein. Alors le Kitterlé, c'est ça, c'est la roche volcanique, donc c'est un terroir qui naturellement a beaucoup de minéralité. Et même une petite pointe de salinité en finale. Tout à fait. Bon, on va le passer en bouche. Avec plaisir. Santé. Santé. On s'attend vraiment à ce type de vin en bouche. Ouais, c'est des vins signatures de la région. La complexité aromatique, les fruits jaunes et cette grande structure minérale. Une longueur en bouche remarquable. Et c'est un vin que vous accordez avec quoi? Alors moi, c'est un vin que j'adore avec les plateaux de fromage. Donc plutôt un accord produit finalement. Complètement. On manque tous de temps. On va pas forcément le temps de cuisiner 2 heures quand on a des invités. Un beau plateau de fromage, un Pinot Gris grand cru et on passe un excellent moment. Une soirée tout en convivialité. Hein. Tout à fait. Alors aujourd'hui pour le pique-nique, j'avais prévu justement un fromage, ça tombe bien, et c'est un chèvre cendré. Je pense que ça s'accordera très bien avec ce grand cru Kitterlé. Ça va être merveilleux. Et à vous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain. Comme chaque semaine, le magazine du logement et de l'habitat avec la CIBAR, avec un gros plan cette semaine sur un bon plan peut-être pour devenir propriétaire, passer par un bailleur social comme la CIBAR par exemple. Exemple à travers un programme de VEFA de vente en l'état de futur achèvement du côté d'Andelot, c'est avec Fanny Kunz. Bonsoir à tous et bienvenue pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, nous sommes à Andelot et nous vous proposons de nous accompagner pour l'inauguration des nouveaux logements dont la CIBAR a fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps. Reportage. Fernand Rode, bonjour. Bonjour Fanny. Alors vous avez suivi, vous, ce chantier, vous avez suivi ce programme-là. C'est Oikos, en fait, Construction qui a conçu ces bâtiments. Comment ça s'est passé un petit peu ? Nous étions en contact avec la société Oikos de longue date. Nous avions déjà fait d'autres opérations avec cette société-là, à Wallenheim, Goitertheim, donc essentiellement du pavillonnaire. Là, on a été contacté par Oikos au vu de l'opportunité foncière qu'il y avait sur Andelot et du développement qui était souhaité par la CIBAR de construire sur ce secteur-là. Et on a regardé ensemble par rapport au foncier ce qu'il y avait possibilité de construire et de l'architecture globale qui sera à retenir. Alors c'est assez particulier
particulier parce que là, c'est pas vous qui construisez, c'est quelqu'un qui construit pour vous. On appelle ça de la VFA, vente en état futur d'achèvement. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on a un peu de mal à comprendre. C'est effectivement quelque chose qui se pratique couramment, notamment pour des particuliers qui achètent un logement dans un immeuble, etc., qui l'achètent donc bien en amont. Donc la vente en état futur d'achèvement, ça veut dire que les choses ne sont pas réalisées, qu'on achète sur plan et que quelques mois après, on est propriétaire du bien une fois qu'on aura payé l'ensemble des dépenses que le promoteur aura réalisées. Ici, c'est un tout petit peu différent parce que nous avons pu participer dès l'amont à la conception du programme. Donc c'est la CIBAR qui a demandé à réaliser plutôt du semi-pavillonnaire plutôt qu'un immeuble collectif. Et donc c'est suite à des discussions et des allers-retours avec Oikos que nous avons élaboré ce projet qui consiste à avoir des grandes maisons avec 4 logements à chaque fois et chaque logement bénéficie d'une entrée indépendante. Donc chacun a son jardinet, son entrée, son cellier, etc. de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace commun. Quel est l'intérêt pour un bailleur social en fait d'acquérir des VFA? On en fait très peu, on en fait à peu près 10% peut-être par rapport aux logements globaux. Ici en fait la VFA s'est faite essentiellement par rapport à l'opportunité foncière et parce que c'est un partenaire que nous connaissions déjà en amont. Vous étiez décideur en fait de ce qui allait être construit en termes de bâtiments, mais vous avez aussi décidé ce qu'il y aurait à l'intérieur ou peut-être même au niveau du chauffage, etc. Nous avons également demandé effectivement la mise en place d'une chaufferie collective bois pelé avec une individualisation après au niveau de chaque logement où on a une sous-station dans chaque logement qui permet d'individualiser l'eau chaude et le chauffage. En termes de coûts, est-ce que ça vous revient en tant que bailleur social moins cher ou plus cher? Là, c'est aussi des gens spécialisés dans le domaine qui ont l'habitude de faire ce type de produit. Donc ça permet effectivement d'avoir quelque chose en rapport qualité-prix équivalent à ce que nous ferions en direct. Très bien. Eh ben, on va tout de suite voir en direct à quoi ça ressemble, comment tout ça a été conçu. Merci Fernand. Très bien, c'est moi. Merci Fanny, à bientôt. Philippe Quinneau, bonjour. Bonjour. Vous représentez en fait les constructions Oikos. Alors comment est-ce qu'ils ont été conçus ces bâtiments? Qu'est-ce que vous avez utilisé en termes de matériaux thermiques? On parlait tout à l'heure avec Fernand Roth d'une chaleur collective. Comment ça s'est passé? Comment vous avez construit tout ça? Alors quelques mots de technique. Effectivement, nous avons utilisé des matériaux traditionnels, de la brique de terre cuite, de la charpente massive. Ensuite, nous avons une isolation par l'intérieur qui est renforcée pour avoir de bonnes qualités d'isolation du bâtiment, des vitres également avec des hauts pouvoirs isolants pour que l'ensemble du bâti soit très bien constitué et bien isolé. Il y a une chaufferie bois en sous-sol qui alimente en réseau horizontal l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des maisons et logements de ce programme. Alors on est sur quel type en fait de logement? C'est des T2, T3? On parlait tout à l'heure de maisons mitoyennes accolées aussi. Alors oui, effectivement, on a une diversité de typologies. Ici, on part du T3 de 74 mètres carrés en allant sur du T4 de 86 mètres carrés pour finir aux maisons qui sont des 5 pièces de 100 mètres carrés habitables. Pour un bailleur social, c'est pratique en fait de prendre de la VFA justement par rapport à une construction plus habituelle. Alors ce qu'on tâche de lui apporter, c'est une certaine vitesse d'exécution. Nous ne sommes pas, nous, soumis au code des marchés publics et donc nous avons des partenariats, des marchés annuels avec des entreprises qui nous permet d'être réactifs dans l'attribution et dans la réalisation de ces opérations. Celle-ci, à titre d'exemple, a mis 1 an pour être construite. Donc on a une efficacité, une rapidité dans l'exécution, ce qui plaît à nos clients bailleurs. Merci en tout cas pour toutes ces informations. À très bientôt. À très bientôt, merci. Quant à nous, on se retrouve à partir de jeudi soir prochain. Merci de nous avoir suivis sur Alsace 20. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.